Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Bonjour, je m'appelle Hélène. N'hésitez pas à parler fort. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans. Je suis mère de 5 enfants, 3 grands et 2 petits. Et je suis, embêtée par l'histoire de mes 2 petits. Vous faites quoi comme travail à l'heure actuelle? Je viens de retrouver un petit boulot, c'est de l'aide à la personne. De l'aide à la personne. Vous êtes divorcée? Normalement, je suis divorcée depuis début du mois dernier, là. Mais je ne suis pas encore trop avertie par la justice, donc je ne sais pas trop où ça en est. Mais j'ai pas d'espoir. Vous êtes nouvellement sur Grenoble? Non, je suis grenobloise d'origine. D'accord. Et le problème que vous aviez à l'origine était situé dans quelle région? J'ai porté plainte dans la Drôme. D'accord, donc ça a commencé dans la Drôme. Ok. Alors, le problème, donc, comme tous les autres dossiers auxquels vous êtes associé, on va dire, dans ce document-là, traite donc de l'imposture judiciaire concernant des parents protecteurs et des petits témoins qui essayent de réclamer de la part de leurs parents protecteurs justice et protection. Comment est-ce que ça a commencé pour vous? Ça s'est passé il y a 5 ans. J'ai compris d'abord par rapport à ma belle famille que mon mari avait des antécédents de pédophilie. Donc j'ai compris qu'on essayait de me cacher les faits. Et c'est mon mari lui-même qui m'a avoué avoir commis des actes de pédophilie anciens. Donc j'ai été évidemment estomaquée, parce que c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout venant de lui. Il avait toute ma confiance, tout mon amour, toute mon estime. Je ne me méfiais absolument pas de quelqu'un comme lui. Et je me suis inquiétée d'abord de mes adolescents qui vivaient sous mon toit. Et c'est tout d'abord en changeant un petit peu mes habitudes à la maison que je me suis rendu compte que ma fille avait les fesses esquintées. Et elle n'avait pas 2 ans. Alors vous avez 5 enfants, c'est bien ça? Voilà, j'ai 5 enfants, 3 d'un premier mariage et 2 avec mon mari. Alors, lesquels sont concernés par les agressions de votre mari? Vous êtes en instance de divorce, c'est ça? On est en train de divorcer, c'est en train de se terminer. C'est les enfants de mon mari et moi qui sont concernés, donc étrangement, ce sont les plus petits. Les plus petits. Donc la petite avait les fesses esquintées quand j'ai réalisé que mon mari était pédophile. Je me suis inquiétée de la voir avec les fesses esquintées. Et je l'ai fait consulter au CHU à Grenoble, où ils n'ont rien remarqué, puisqu'elle était très tendue, donc ils n'ont rien pu voir. Et alors que mon fils il allait avoir 4 ans, alors qu'il ne prenait pas son petit déjeuner, il m'a répondu quand papa il joue avec Anaël, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et elle rigole, elle. Et là, je me suis dit qu'il était peut-être concerné. Et je lui dis, et toi? Et il m'a dit, et moi, ça ne me fait pas rigoler du tout. Ça me fait vomir. Le petit de 4 ans, vous avez dit ça. Voilà. La petite Anaël, quel âge à ce moment-là? Donc Anaël n'avait pas 2 ans et Timothée n'avait pas 4 ans. Elle n'avait pas 2 ans, la petite? Donc j'ai téléphoné au 119. Et je pensais que j'avais mal compris, que j'avais mal entendu. Et c'est l'écoutante du 119 qui m'a expliqué qu'effectivement, les bébés pouvaient être aussi concernés par les abus sexuels. Et qu'il fallait absolument que je porte plainte auprès du procureur de la République. Le moment où la petite vous a parlé, c'était donc au petit déjeuner un matin, c'est ça? Ne voulant pas prendre leur petit déjeuner, et la petite vous a déclaré ça, ou vous avez eu plutôt des... Alors, la petite, elle ne parlait pas. Donc en fait, c'est en changeant sa couche que j'ai vu qu'elle avait l'intérieur des fesses dilatées, quoi. Oui. Avec des stries et des hématomes. Donc c'est au moment du change. D'habitude, je faisais toujours vite, 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 parce que j'étais pressée du fait d'avoir beaucoup d'enfants, etc. Là, je l'ai laissé se détendre sur la table allongée. Et là, j'ai vu qu'elle avait l'intérieur des fesses esquintées. Donc elle ne parlait pas, elle n'a pas pu me formuler quoi que ce soit. Mais Timothée, lui, de son côté, lui, il a bien formulé, quoi. Quand papa, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et Anaël, elle rigole, elle. Et lui, apparemment, il rigolait pas du tout, quoi.
Donc le médecin que j'ai eu au téléphone, dans un premier temps, le premier médecin m'a dit « mais vos enfants sont tout petits, vous délirez ?» Ah. Donc j'ai appelé un autre médecin, un pédopsychiatre, qui m'a dit bah, « écoutez, si votre enfant dit ça, il faut prendre rendez-vous avec la gendarmerie et porter plainte. » Donc je suis allée au poste de police à Grenoble. Quand le poste de police de Grenoble, après m'avoir fait poireauter à peu près 3 heures, a remarqué que j'habitais dans la Drôme, ils m'ont dit mais non, il faut aller dans la Drôme. Donc j'ai dû reprendre ma voiture. J'ai dû prendre rendez-vous avec la gendarmerie dont je dépendais de mon village. Qui s'appelle le village? Le village s'appelle Saint-Jean-en-Royan. Saint-Jean? Saint-Jean-en-Royan. Saint-Jean-en-Royan. Et donc vous êtes allé à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-en-Royan. Voilà. En quelle année, s'il vous plaît? Donc c'était en 2007. Ils ont commencé à me donner un rendez-vous une semaine après et j'ai tellement râlé dans le téléphone qu'ils m'ont donné un rendez-vous un peu plus près. Ils vous ont donné un rendez-vous? Vous n'avez pas pu y aller spontanément? Non, il fallait prendre rendez-vous. Il fallait prendre rendez-vous pour porter plainte. Avez-vous eu un interlocuteur précis dont vous vous rappelez le nom à ce moment-là? Oui, j'ai eu l'adjudant-chef Carité. Adjudant-chef? Carité. Carité. Adjudant-chef Carité. Adjudant-chef Carité. Peut-être qu'il commandait la brigade, non? Je ne sais pas si c'est lui qui commandait, en tout cas c'était un chef, hein, mais ils étaient 2, je crois, à l'époque. En tout cas, très charismatique, rassurant, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout, ça va vite se terminer, etc. etc. Et c'est lui, pardon, qui vous a dit de revenir au bout d'une semaine. C'est lui que vous avez eu tout de suite quand vous... J'ai eu tout de suite parce que j'insistais. D'accord. Sinon, ils allaient... Je savais, en fait, au niveau... Le 119 m'avait dit que les séquelles physiques s'effaçaient très rapidement. Donc, il fallait se dépêcher. Bien sûr. Alors, au CHU à Grenoble, je pensais qu'ils allaient faire des examens poussés, genre une coloscopie. Et en fait, ils n'ont pas fait ça du tout parce que c'était sur requête du procureur de la République. Alors donc, vous déposez une plainte directe auprès de la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-en-Royan en 2007. Quelle période à peu près? C'était 28 mai. 28 mai 2007, bon, c'est précis. Oui. Vous auriez pu le faire aux alentours du 20 mai, si j'ai bien compris, mais ils vous ont repoussé les délais pour un rendez-vous au bout d'une semaine pour déposer cette plainte directe, c'est bien ça? Concrètement, quand je suis allée au CHU, ça devait être le 24 mai. Mais les gendarmes, eux, quand le premier contact que vous avez eu, c'était au téléphone, je présume. Oui. Avec la brigade de gendarmerie, c'est l'adjudant-chef. Qui vous a dit de ne pas venir tout de suite faire votre plainte, oui, mais qui vous a donné rendez-vous pour une semaine plus tard. Voilà. Et entre le moment où vous avez eu cet adjudant-chef en ligne et le moment où vous êtes venu déposer votre plainte, est-ce que vous avez été aiguillé quant à des actions à mener? Des actes médicaux? Par exemple? Non, rien. Rien du tout? Non, je devais attendre. Je devais attendre qu'il soit disponible pour me recevoir et m'accueillir parce que c'était une plainte qui allait prendre du temps, etc. et qu'ils n'étaient pas disponibles pour moi tout de suite. Mais alors dites-moi, pendant ce délai d'une semaine, les 2 petits étaient toujours à la merci de votre... Non? Comment ça s'est passé? Mon mari, en fait, travaillait à l'étranger. Oui. Donc, c'est parce qu'il était parti à l'étranger que je me suis renseignée sur ces actes de pédophilie prescrits, anciens. D'accord. Donc, il était parti le lundi et j'ai porté plainte, j'ai pu porter plainte une semaine après, à peu près. Le temps que je fasse ma propre enquête par moi-même. D'accord, vos enfants étaient en sécurité à ce moment-là. Voilà, et moi aussi, hein, oui. je pouvais porter plainte tranquille. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas peur des représailles. D'accord, bon, je comprends mieux. Alors après donc ce dépôt de plainte, on va essayer d'aller vraiment dans l'ordre avec cet adjudant-chef, j'ai déjà oublié le nom. Carité. Carité. Déjà, la plainte, est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'ils ont auditionné les enfants suivant la procédure Mélanie avec des caméras vidéo? Non, ils m'ont interrogé moi. Ensuite, ils ont appris que monsieur revenait sur le territoire français. Donc, ils m'ont conseillé de partir. C'est-à-dire de quitter le domicile conjugal et de me mettre à l'abri chez une amie. Donc, j'ai porté plainte le mercredi et le vendredi. Il a fallu que je parte, que je quitte la maison avec les 2 enfants. Alors que j'étais franchement épuisée, fatiguée, stressée, inquiète, etc. Donc j'ai dû partir me réfugier chez une amie en Savoie, en donnant évidemment le nom aux gendarmes, parce que monsieur revenait à la maison.
Donc, Alors la seule mesure qu'ils ont... Bon, la plainte, c'est bien une plainte qu'ils vous ont pris. C'est pas oui. un signalement ou une Non, déclaration. c'est une plainte. Ça s'est bien passé à ce niveau-là. Ils ne se sont pas moqués de vous. J'ai eu l'impression qu'ils étaient même rassurants dans le sens où ça allait aller très vite et que j'avais pas de souci à me faire. Ils étaient... comment dire... j'ai eu une très bonne impression dans un premier temps de leur action. Quoi. Mais par contre, ils n'ont pas auditionné les enfants. Non, ils ont dit... les enfants ont été auditionnés bien plus tard, le 6 juin, je crois que c'était cette date, sur demande du procureur. Donc il a fallu que je ramène les enfants à Valence. Le 6 juin, mais attendez, ça fait... 28 mai, j'ai porté plainte. Oui. Ils ont, après, mi-juin, ils ont été auditionnés. Je ne me rappelle plus les dates, hein, ça remonte. Hein. Et ils ont été auditionnés par une brigade de mineurs, ou par qui exactement? Toujours le gendarme Carité. Toujours l'adjudant-chef Carité. Toujours lui, avec quelques personnes en civil pour rassurer les enfants. Oui. Il y a eu aussi une expertise médico-légale. Oui. Le même jour? Oui, le même jour, des enfants, en ma présence. D'accord. Donc ils s'en sont servis après contre moi parce qu'ils ont dit que j'avais influencé les enfants pendant l'expertise médico-légale. En fait, une expertise médico-légale, c'est simple, on fait un toucher anal à l'enfant. Donc il fallait que je sois là pour rassurer l'enfant. Et moi qui lui avais dit que plus jamais on l'embêterait, je me sentais très mal à l'aise, etc. Vous êtes sûr qu'on fait un toucher anal dans ce genre de circonstances? À mes enfants, ils nous ont fait. Hein. Mais qui vous a dit que c'était la procédure? Je sais pas. Non, ça c'est une question que... Non, j'ai pensé que c'était la procédure. Ouais, je me suis jamais posé la question. Ouais. Donc ils voulaient voir l'élasticité des fibres de l'anus pour savoir si rien n'était esquinté. Quoi. Quelles étaient les personnes présentes lors de cet examen? Le médecin, uniquement, et moi. D'accord. L'adjudant-chef Carité n'y a pas assisté? Il n'a pas assisté, non. Mais c'était dans les locaux de la gendarmerie? Non, c'était à l'hôpital de Valence. Ah, d'accord. Mais le même jour? C'est-à-dire qu'ils ont auditionné les enfants et après ils ont envoyé à l'hôpital de Valence? Ils ont commencé par faire l'examen médico-légal à Valence et ils ont auditionné dans les locaux de l'hôpital à Valence les enfants. Ils les ont auditionnés dans les locaux de l'hôpital? Voilà. Ah, tiens. Avec une caméra fixe. Ok. L'enfant devait rester assis sur une chaise, ne pas bouger, pour ne pas sortir du champ de la caméra. D'accord. Et vous avez assisté à cette audition? Non, moi j'étais dans la salle d'attente et j'ai attendu à peu près, ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Qui avait-il dans la pièce d'audition avec les enfants? Donc 2 personnes en civil. Oui. Vous connaissez leur fonction? Non, du tout. Et l'adjudant-chef Carité? Et l'adjudant-chef Carité, voilà. D'accord. Qui lui était habillé en gendarme. Hein. Oui. Ouais, c'était, même pour moi adulte, c'était assez impressionnant quand même. Hein. Donc les enfants, il n'y a que Timothée qui a été auditionné puisque Anaëlle était considérée comme trop petite. 2 ans, elle ne parlait pas, donc elle n'a pas été interrogée du tout. Donc elle est restée avec moi dans la salle d'attente. Donc il n'y a que Timothée. L'audition, elle représente à peu près 17 pages de questions. Et en plus, ce ne sont pas des questions ouvertes. Une fois que j'ai eu les documents, j'ai pu m'apercevoir que les questions étaient assez fermées. Genre, c'était dans la salle de bain que papa te touchait. Voilà, c'était des questions très orientées qui nous ont été posées. Bon. La petite Anaëlle, elle vous a parlé, vous, à un moment donné, ou pas, quand elle avait 2 ans? Alors, quand je l'ai emmenée au CHU de Grenoble pour voir si un médecin pouvait être aidant dans l'histoire, je me suis arrêtée au bord de la route et je lui ai dit qu'on allait voir, parce qu'elle avait les fesses abîmées, qu'on allait voir un docteur. Et elle m'a dit, en montrant son index, ça a été bien repris dans la procédure, elle m'a pointé son index dans le rétroviseur et elle a fait papa caca. Voilà. Donc à 2 ans, c'est tout ce qu'elle a dit. Et l'adjudant-chef Carité a estimé que ce n'était pas nécessaire de prendre son audition filmée. C'est pas mal. Du fait qu'elle n'avait pas beaucoup de vocabulaire à l'époque pour s'exprimer. Non, elle n'a pas été interrogée du tout. Quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est que
après mon dépôt de plainte et avant l'audition des enfants, je suis retournée au CHU. Et là, sur les fesses de Timothée, donc le garçon de 4 ans, a été repérée une fissure anale. Donc, il a été écrit plus tard que cette fissure anale était due à de la constipation. Ah, voilà. Ils ont donné les conclusions. Oui. Alors que je me rappelle bien avoir acheté une belle balayette pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes après que l'enfant n'était pas constipé, mais alors du tout, quoi. Mais ça, j'ai pas pu apporter la preuve qu'il n'était pas constipé. Donc ils ont considéré que la fissure anale était due à la constipation. Mais c'est totalement arbitraire, ça. Et que la dilatation anale que j'ai vue sur ma fille serait due à une malformation génétique. Voilà, donc ça c'est ce qui a été écrit plus tard pour justifier de ce qui a pu être repéré. Ce sont des médecins légistes qui ont fait ça? Des urgentistes? Non, c'est au service de pédiatrie, c'était même une aide-soignante qui a repéré la fissure. Mais les documents sont signés par quel type de fonction médicale? Ça c'est dans le pénal, hein, donc oui. C'est le... J'ai pas le souvenir. Les expertises médicales, les papiers d'expertise oui. qui disent que d'un côté c'est génétique, malformation génétique, que de l'autre côté c'est une constipation du petit, sont signés par quel... Ça j'ai pas repéré. J'ai pas repéré parce que quand on reçoit le dossier, il est tellement épais et c'est tellement imbuvable. Je l'ai lu uniquement dans le but de travailler correctement avec mon avocat. Donc je l'ai lu pendant 3 jours, mais j'ai pas le souvenir de vraiment qui a écrit ça, qui a écrit quoi. Alors, pendant cet intervalle-là, vous êtes donc parti chez une amie avec les enfants, c'est bien ça? Oui. Combien de temps vous êtes resté là-bas? Chez elle, je suis restée 3 jours. En dehors de votre domicile? En dehors de mon domicile. Les enfants pleuraient tellement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, les enfants ont eu peur... du mari de mon ami, bon, qui est quelqu'un d'assez grand, qui ne connaissait pas, etc. Ça pouvait être encore plausible. Ce qui était bizarre, c'est qu'ils avaient peur de mon ami, et ils avaient peur des enfants de mon ami. En fait, ils avaient peur de tout le monde. Donc, ils ont fait que pleurer pendant 3 jours. Donc, du coup, j'ai préféré louer un gîte. Je me suis un peu cachée pendant 3 semaines. Pour essayer de ne pas vivre sous le même toit que mon mari. C'est-à-dire que lui, il avait le droit de revenir au domicile conjugal, et moi, j'ai eu le droit de rester en dehors. Et c'est l'adjudant chef Carité qui vous a dit de quitter votre domicile conjugal. Voilà, moi je pensais, en fait ce que j'avais pensé, c'est qu'on allait nous protéger, qu'on allait pouvoir rester à la maison. Vous avez raison de penser ça, parce que c'est comme ça que ça se passe normalement. Je ne pensais pas que c'était à moi de partir avec 2 enfants en bas âge. Quoi. Non. Du tout. Donc ça m'a coûté une petite fortune de louer le gîte, plus de toute façon dès que je faisais un mouvement, il me téléphonait à cause de ma carte bleue. Qui? Mon mari. Il savait exactement à peu près où j'étais. Alors lui il est rentré entre temps. Lui il est rentré, oui. Il est rentré à la maison. Et est-ce qu'il a été d'après vous auditionné, mis en garde à vue? Comment ça s'est passé pour lui? Lui il est rentré dans un premier temps, il est allé voir sa mère à Toulon. Donc je pensais, je sais pas, on s'imagine que par exemple son ordinateur va être réquisitionné assez rapidement, par exemple, pour pas qu'il fasse trop de ménage dedans. Il n'y a pas eu de perquisition? Alors si, mais bien longtemps après. C'est-à-dire qu'effectivement, dans son ordinateur, il a effacé un fichier lors de son retour en France, donc dans l'avion. Il a effacé un fichier qui s'appelait Émilie Nu. Donc on a bien le titre du fichier. Et l'expert informaticien n'a jamais su ce qu'il y avait dedans. Il n'a jamais repéré ce qu'il y avait dedans. Mais est-ce que les gendarmes ont saisi le disque dur? Ils ont saisi le disque dur à peu près 15 jours, 3 semaines après son retour. Et ils n'ont pas pu ressortir ce dossier du disque dur? Des 1 et des 0, ils n'ont pas pu le retrouver. C'est extraordinaire ça. Soit il a utilisé un super méga logiciel qui sait effacer les fichiers. À ma connaissance, il n'en existe pas. Mais je sais pas, on m'a dit que peut-être c'est pour ça. En tout cas, l'expert informaticien de Valence, parce que celui-là je le retiens, le fichier Émilie Nu, il ne l'a jamais su ressortir.
On sait jamais on sait pas ce qu'il y avait dedans. Alors, donc vous aviez vu ce fichier Emilimus, je pense que vous ne l'avez pas ouvert, naturellement, mais non. vous savez qu'il était sur le... Non, je ne savais pas, mais il était sur son... C'est juste le titre, après, quand ils ont... C'est les gendarmes qui m'ont dit... D'accord. Ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez une Émilie? Je dis, moi je ne connais pas d'Émilie. Et non, je ne savais même pas qu'il avait ça sur son ordinateur. Alors donc, ils ont procédé à cette perquisition à votre domicile, ouais. À peu près combien de jours après que vous ayez déposé plainte? Qu'on se fasse une petite idée. Ça, c'est au niveau des dates, j'ai pas retenu. On pourra vérifier tout ça sur le dossier, c'est pour avoir une idée. Hein. Je crois que c'est vers 15 juillet, donc 3 semaines après. 3 semaines après. 3 semaines après, oui. Il a vécu tranquille. Oui, d'accord, il a eu le temps de faire le ménage tranquillement. Oui, puis il paraît qu'ils ont retrouvé des DVD porno aussi. Alors moi qui suis un peu chienne de garde, ni pute ni soumise, des DVD porno chez moi, je sais pas, moi j'en ai jamais vu quoi. J'avais des adolescents, des enfants petits, j'avais pas de DVD porno. Mais alors vos adolescents, pendant cet incident et le laps de temps, vous avez dû quitter votre domicile, où est-ce qu'ils étaient? Donc le jour où j'ai porté plainte, ils sont partis chez mon premier mari. D'accord. Et vos premiers enfants, ils ont quel âge? À l'époque, ils avaient 12 2007, ans. Oui. Ouais, en 2007, ils avaient 12 ans, 15 ans et 17 ans. D'accord, donc pas si petit, effectivement. Ouais, donc ils sont partis, ils étaient à l'abri. Ils étaient à l'abri chez donc leur père. Le père, voilà. Qui ne posait pas de problème, ouais. Bien sûr. Voilà, donc en fait j'ai commencé par envoyer les grands chez le père, mon premier mari. Oui. Je me suis occupée d'essayer de rester calme pour que les enfants petits soient à peu près sereins. Donc ça a été très difficile. Et j'avais aussi 5 chiens. C'est-à-dire que j'avais un élevage de chiens. Donc il fallait que je calme mes chiens. Donc avant de partir, il a fallu que je demande à une amie de récupérer mes chiens. Et en fait, ça a été la débandade totale, quoi. Ouais. Vous avez mis un gros coup de pression à ce moment-là, d'un seul coup. Voilà, et on m'a demandé de partir. Donc c'est là où, avec le gendarme Carité, ça a commencé à mal se passer. C'est-à-dire que je lui ai dit que je ne comprenais pas que ce soit moi qui sois obligée de partir. Là, j'ai commencé à me fâcher un peu avec lui. Il m'a dit, mais écoutez, laissez-nous faire notre travail, on sait ce qu'on fait, c'est à nous de faire. Il m'interdisait de téléphoner à mon mari. Ah, je devais plus communiquer. Ouais, vous? Oui. Mais lui, si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous traçait avec vos retraites carte bleue. Oui. Lui, il pouvait vous téléphoner par contre. Oui, mais il avait la consigne de ne pas m'appeler. Mais enfin bon. Il le faisait. En fait, j'étais. Chose qui m'a poursuivi par la suite, c'est-à-dire j'étais au rayon enfant, c'est-à-dire que je devais faire selon les desiderata des gendarmes et comment dire et suivre leurs instructions sans penser quoi, sans réfléchir, sans râler, en me cachant, en payant mes frais de vie à l'extérieur, etc. Pendant que monsieur lui faisait l'enquête. Alors, ce qui s'est passé, qui est un peu... Monsieur l'adjudant-chef Carité. Monsieur l'adjudant-chef Carité. Donc, il a fait l'erreur de me donner son numéro de portable perso. Et donc, je l'appelais sur son portable perso. Et donc, il s'en est plaint. C'est-à-dire je pense qu'il a fait une plainte contre moi, ce gendarme. Parce que je l'embêtais sur son téléphone personnel. Donc, j'ai été auditionnée en gendarmerie pour... devoir justifier de ce pourquoi j'ai appelé le gendarme. Ah bon? Ouais. Non, ça s'est mal passé entre lui et moi. Donc j'ai dit, bah écoutez, moi j'ai un numéro de téléphone, je téléphone. Ouais, mais de toute façon, il me semble que ça a très très mal commencé, parce que effectivement, vous demandez de fuir votre domicile. Bah, ce qui était, par exemple, une fois que j'ai eu porté plainte, j'avais plus mes clés de maison, je ne sais plus où c'est que je les avais mises, il a cassé une fenêtre pour que je puisse rentrer chez moi. Voilà, c'était le gendarme qui cassait la fenêtre de ma maison pour que je puisse rentrer chez moi. C'était en fait, c'était du n'importe quoi. Oui. Toute cette semaine-là, ça a été du n'importe quoi. Alors, quand votre mari, qui est encore votre mari, qu'il était toujours, de façon 2007, est revenu de son voyage à l'étranger, est-ce qu'il a été mis en garde à vue par les gendarmes, par le chef Carité? Il a fini par être mis en garde à vue. Donc, au moment de la perquisition de la maison, là, voilà, donc logiquement, perquisition, forcément, il y a une garde à vue à la base. Oui. Il a fait 44 heures de garde à vue. C'est bizarre, parce qu'il aurait pu aller jusqu'à 48 heures, surtout que, maintenant que j'ai les papiers, je peux bien voir comment ça s'est passé.
C'est-à-dire qu'à la fin de sa garde à vue, à la question est-ce que vous avez fait un cunnilingus à la petite Caroline alors âgée de 6 ans, la réponse, ouais, les anciens crimes pédophiles. Comment est-ce que les gendarmes connaissaient le nom d'une ancienne victime? Parce qu'il il a avoué ça. Il a avoué à cette occasion-là? Il a avoué avoir commis des actes de pédophilie. Aux gendarmes? Aux gendarmes. À l'occasion de sa mise en garde à vue? Oui. Ah. En fait, il m'avait écrit des mails en disant « Pardonne-moi si tu peux, je t'aime, etc. » Et moi il m'avait avoué ces faits-là. Et vous les avez avoués combien de temps avant que vous ne déclenchiez la procédure? Une semaine avant. D'accord. Une semaine avant. Mmh. Donc, comme c'était des choses anciennes, de toute façon, pour moi, que ce soit récent ou ancien, c'était grave, quoi. Voilà. Oui, évidemment. Voilà. La question, elle ne se posait pas de... Parce qu'il disait, mais ce sont des bêtises, c'était il y a longtemps, c'est des bêtises. Et en fait, ça a monté à combien de temps? Alors, les actes sur Caroline, c'était dans les années 80. Les actes sur son petit frère, André, c'était dans les années 70. Sur son petit frère? Ouais, un demi-frère. D'accord. Donc, le demi-frère, il m'a confirmé qu'il avait bien été violé. Et pour la petite Caroline, j'ai appelé ses parents qui, effectivement, m'ont appelé et ça a été confirmé aussi, quoi. Donc, à la question en garde à vue, le gendarme lui demande « Est-ce que vous avez fait un cunnilingus à la petite Caroline alors âgée de 6 ans ?» La réponse de monsieur, c'est « Je vais dire peut-être ». Et là, la garde à vue s'arrête. C'est quand même étonnant, hein. 44 heures de garde à vue, on en vient à des aveux, même si c'est ancien, je sais bien que c'est ancien, mais quand même, et là, ça s'arrête. Comme par enchantement. La garde à vue s'arrête. Donc il a évidemment nié tout au long de sa garde à vue avoir commis des actes, des crimes sur ses enfants. Oui, évidemment. Voilà. Est-ce qu'il a été mis sous contrôle judiciaire au sortir de sa garde à vue? Il a été mis en examen. Mis en examen? Oui, quand même. Oui. Donc ça, c'était pas trop mal, ça s'est pas mal passé, ça c'était au mois de juillet. Donc, Mais pas de contrôle judiciaire? Non. Non, il était libre? Oui. D'aller venir et de faire ce qu'il voulait? Et d'habiter la maison surtout. Et d'habiter à la maison? Ouais, Ah, pendant tout ce temps-là, vous ne pouvez toujours moi, pas rentrer chez vous? Moi, si je rentrais, il m'a menacé, c'est-à-dire il m'a dit, tant que j'avais les enfants, il m'a dit, de toute façon, je vais me débrouiller à savoir où tu es, je vais t'envoyer où tu étais, je vais t'envoyer des gens. Et je lui ai dit, tu vas m'envoyer qui? Le psy, l'assistante sociale, c'est quoi les gens là? C'est quoi les gens que tu m'envoies là? Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que l'enfant a parlé, on partait, on était dans le gîte, etc. L'enfant, il a continué de parler. Et il disait des horreurs. Et il m'a raconté qu'en fait, quand il allait à Toulon en vacances, voir officiellement sa grand-mère, en fait, il voyait les amis de papa, des garçons et des filles. Et que ces garçons et des filles faisaient des bêtises. Et donc, il m'a raconté des horreurs. Je ne sais même pas si je peux les dire maintenant. Hein. Donc, le petit vous dit que quand il devait partir chez sa grand-mère, il était récupéré en fait par le père de il était avec son père, ouais. Oui, qu'il ne remettait pas à la grand-mère et qu'il l'amenait dans des réunions. Il voyait la grand-mère, mais en même temps, il voyait les amis de son père. Donc, en même temps? En même temps, c'est-à-dire qu'il partait la journée faire des bêtises. Donc, les adultes étaient déguisés en clown. On aurait essayé de mettre son petit zizi dans le trou des fesses de son papa. Mais comme on n'y arrivait pas, bah, ça faisait rigoler tout le monde. Il prenait des photos, il était attaché, il faisait des films aussi. Les garçons entre eux faisaient des bêtises. Donc il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et ça se passait en journée? Et ça se passait en bord de mer en journée. Alors il se serait lavé... En bord de mer, dans quelle région? Alors, je l'ai su après, donc il disait qu'il y avait une cabane qui était peinte, qui se lavait dans la mer avec du savon spécial, parce que pour se laver dans l'eau salée, il y a un savon spécial. Que eux, ils avaient des jouets, alors des jouets dont moi, ils ne m'avaient jamais parlé, par exemple un hélicoptère télécommandé, sa sœur, elle avait des poupées, enfin je sais pas quoi. Et donc, cette cabane, ça serait les amis de papa qui l'avaient. Et ça, j'ai su que c'était des gens de Carqueiranne. Ah, nous sommes dans la région de Carqueiranne, alors. Voilà. Et cette cabane, elle existe vraiment. C'est-à-dire que
les gens, les amis de son père, ont bien un terrain sur lequel il a bâti une cabane dans la région de Carqueiranne. Alors tous ces gens-là, donc je lui ai demandé qui c'était, forcément, hein, il m'a dit la maman de Manon. Bon, la maman de Manon, moi je connais, elle est venue à mon mariage, normalement lui il connaît pas quoi. Donc la maman de Manon, elle est institutrice, et le papa de Manon, il est, je peux le dire? Bien sûr. L'ancien directeur du club de voile de Porquerolles. Voilà. Et il m'a cité comme ça plein de prénoms de gens qu'il n'était pas supposé connaître, que des gens de la Fédération française de voile. Parce qu'on connaissait des gens de différents milieux. Oui. Mais là, en l'occurrence, c'était que des gens de la Fédération française de voile. Donc, pour ce que vous connaissiez, il n'a pas les prénoms. Voilà. Ou est-ce qu'il y avait d'autres que vous n'avez pas identifiés? Ben, disons qu'apparemment, il y avait du monde. Hein. Dans ces jeux avec les clowns, je sais pas, avec ces où ils faisaient la fête, où il y avait au début il n'y avait pas de frigo, puis finalement il y avait un frigo. J'ai pas tout compris, hein, c'était assez confus. Il y avait d'autres enfants. Il y avait d'autres enfants, il y avait lui il devait surveiller sa sœur, donc à l'époque il avait 3 ans. La sœur donc était aussi. Ouais, et la petite elle avait 1 an. Donc à 3 ans, il était censé surveiller sa sœur de 1 an. Donc je sais pas trop quoi, en tout cas il faisait des bêtises, c'était son expression à lui. Et il prenait des photos, etc., etc. Donc moi je suis tombée de 3 km et j'ai donc retéléphoné à monsieur Carité, gendarme, pour lui dire apparemment il n'y a pas que le père, il y a d'autres gens. Donc il faudrait que je porte plainte contre les autres gens. Mais non, mais vous pensez pas, ça suffit déjà. Il a refusé de prendre ma plainte. Vous aviez une avocate, un avocat, pardon? Non, j'avais pas d'avocate. J'avais rencontré une avocate qui m'avait dit au début où j'étais pas très crédule, c'est-à-dire au début où je ne savais pas si mon mari était pédophile ou pas, au tout début. Et elle m'avait dit, mais quand vous l'avez rencontré, vous étiez comment? Je lui ai dit, bah je sais pas, j'étais jeune. Elle me dit, mais vous étiez cheveux longs, cheveux courts? Je dis, bah cheveux longs. Elle m'a dit, bon, bah, vous étiez sportive? Je dis, bah oui. Donc, la femme-enfant, quoi. Je dis, bah ouais, la femme-enfant. Donc, elle m'a dit, donc c'est peut-être vrai. Il est peut-être pédophile parce qu'il vous a choisi comme une gamine qu'on choisirait dans un club de voile, etc. Donc, c'est mon avocate première qui m'a un peu mis la puce à l'oreille. Elle m'a dit, c'est peut-être pas des ragots, quoi, c'est peut-être vrai. D'accord. Donc, du coup, cette avocate, j'avais pas trop de contact avec les petits, avec elle. Mais je savais que j'avais le droit de porter plainte, encore, d'étayer ma plainte. L'avocate vous a-t-elle parlé des procédures de plainte qui existaient? Non. Non. Donc vous ne saviez pas qu'en fait, ce qu'il fallait faire, c'était porter plainte auprès du doyen des juges d'instruction. Alors, ce que j'ai fait, comme le gendarme ne voulait pas que je continue ma plainte, oui. Ben, j'ai acheté un ordinateur, j'ai acheté une imprimante, et j'ai écrit une lettre au procureur, oui. Pour tout lui expliquer. Pour tout raconter dans le détail avec les mots de l'enfant de l'époque, ce qui se passait. Donc j'ai dénoncé une douzaine de personnes. D'accord. Et là, la plainte directe que vous avez faite auprès du procureur par le biais de l'adjudant-chef Carité était toujours, faisait toujours l'objet d'une enquête. Toujours l'objet d'une enquête. Donc suite à ma lettre au procureur, j'ai quand même été auditionnée. Par le procureur? Non. Non, par le gendarme Carité. Il n'y en a qu'un en France. Hein. En fait, moi j'étais abonnée à lui, on m'a dit c'est lui. D'accord. Donc toujours le même. J'ai été interrogée avec ma fille sur les genoux. C'est intéressant, hein, pour parler de pédophilie, etc. Timothée, lui, il jouait aux avions en papier dans le couloir avec les autres gendarmes. C'est-à-dire en fait des conditions d'audition complètement débiles. Où en plus j'ai dû, comme j'avais toujours peur de mon mari et que j'avais un véhicule très reconnaissable à l'époque, donc je m'étais garée assez loin, ils m'ont laissé, j'ai dû repartir en taxi. C'est-à-dire qu'en fait j'étais avec mes 2 enfants auditionnés pendant 3 heures et après ils ont fermé la gendarmerie puis ils m'ont laissé en plan dans la rue. J'ai dû appeler un taxi pour retourner à ma voiture. Voilà. Donc c'était très sympa, ils ont été très aidants. Ceci étant, le premier juge d'instruction qui s'est emparé qui a fait la mise en examen, je trouve qu'il a fait les choses quand même
d'une manière assez, pas très rapide à mon goût. C'est quand même allé jusqu'à l'instruction. C'est quand même... Puis bizarrement, le juge d'instruction a changé. Donc on est tombé sur Monsieur Cros. Et là... Alors, si j'ai bien compris, votre plainte directe, en fin de compte, a été, enfin, ça a été instruit par le juge. Le procureur a désigné un juge d'instruction, avec lequel, au début, ça allait plutôt bien. Enfin, ça suivait un cours normal. Ça suivait un cours normal, oui. Et subitement, ils ont changé de juge d'instruction. Ouais, voilà. Et là, il ne s'est plus rien passé. Ah. Là, il ne s'est plus rien passé. Donc, Monsieur Cros, nouveau juge d'instruction. Oui. Il vous a reçu? Alors lui, il m'a reçu 6 mois après. 6 mois après votre plainte. Alors le problème, c'est on gagnait... 6 mois après votre plainte ou sa nomination dans l'enquête? 6 mois après ma plainte. D'accord. C'est-à-dire, on gagnait énormément d'argent avec mon mari. C'est-à-dire que c'était pas nous qui appelions le banquier, c'est le banquier qui nous appelait, quoi. Tellement... ah bon? Ouais, ça roulait. Juste pour nous dire bonjour, vraiment, on gagnait beaucoup d'argent. Qui de vous deux gagnait? Vous travailliez ensemble? Lui? Moi, j'avais les sous, avec 5 enfants à la maison, je gagnais les sous de la CAF, on gagnait assez bien sa vie. Ouais. Enfin, c'est vous qui êtes en difficulté à devoir vous loger à l'extérieur de la maison. Mais une fois qu'il a été mis en examen, il n'est plus allé retravailler. Donc, on a été interdit bancaire en 6 mois. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Expatrié, c'est-à-dire qu'en fait, il travaillait dans le pétrole, à l'étranger, au Nigeria, sur en Angola. Pétrolières? Ouais, et à terre. Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Oui. Pour quelle compagnie pétrolière? Alors, il travaillait, le dernier boulot, c'était Total Angola, mais la société qui l'embauchait s'appelle Statmarine. Et c'est assez intéressant, Statmarine, parce qu'on est plusieurs à dénoncer les mêmes choses Je vais dire qu'on prend le génial à faire, là. Ah oui, continuez. Statmarine. Donc, on est deux. En fait, il y a une autre dame qui dénonce une famille qui a aussi bossé chez Statmarine. En fait, c'est des expats, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils gagnent 600 € au jour quand ils travaillent. Donc, un max. Non imposable, parce que c'est des sous-revenus de l'étranger. Donc, il y a beaucoup d'argent. Et puis, ils travaillent en mer. Et puis, ils travaillent aussi à terre. Et comme moi, je suis partie en Afrique, au Gabon, avec lui pendant 1 an, évidemment, j'ai rappelé le Gabon pour savoir ce qui s'était passé. On m'a bien dit que mon mari accueillait des petites filles le week-end quand il était à terre. Ah, vous êtes allé jusqu'à faire une enquête? Oui, ça coûte cher de téléphoner au Gabon, mais je l'ai faite. Donc sur place, on s'est renseigné et effectivement, avant de me connaître, eh bien, il y avait bien des petites filles qui venaient chez lui le visiter. Donc il était bien pédophile au Gabon aussi avant moi. Et encore, vous ne savez pas ce qui se passe sur ces plateformes pétrolières. Mais bon, c'est un autre sujet. Alors ça, c'est le dernier boulot, c'est un FPSO. Donc c'est une raffinerie flottante qui fait 400 mètres de long, avec je ne sais pas combien de milliers de garçons qui bossent dedans, quoi. Il va y avoir beaucoup de filles. Donc effectivement, moi je ne sais pas du tout ce qui se passe sur ces bateaux, comment ils gèrent les choses. En tout cas, toujours est-il que ce que je sais, c'est que Total Angola, à qui j'ai téléphoné en pleurant, en leur disant dites-moi quand est-ce qu'il revient, dites-moi quand est-ce qu'il revient, tellement j'avais peur. Ah oui, parce que vous avez peur. Ah ouais, j'ai peur de lui, peur de lui. Une fois que j'ai su que c'était un criminel, et puis porter plainte contre un criminel, j'étais vraiment mort de trouille, quoi. Total Angola n'a rien fait. En fait, ils l'ont débarqué, ils sont allés le chercher en hélicoptère, ils l'ont mis à terre, puis ils l'ont mis dans un avion pour revenir en France, tranquille. Ils n'ont rien fait pour moi, pour m'aider à m'organiser. Voilà, vous ne me surprenez pas du tout. Ouais, ça m'étonne pas, c'est cette bonne personne. Statmarine. Oui, Statmarine, Alors, Alors vous aviez peur, vous avez menacé, et Statmarine, les gendarmes étaient au courant de ça. Je vais redire un autre truc important par rapport à ces expats, c'est-à-dire que, je vais dire les sous qu'on met en gagnant. Moi je gagnais 2000 € de CAF, et lui il gagnait 10 000 de boulot. Ça faisait 12 000 par mois, c'est pour ça que je dis que le banquier nous appelait. Il s'est mis en dépression, il faut le faire, dépression, et il a gagné 8 000 € par mois pendant 3 ans à ne rien faire. 3 ans? Il y a de quoi payer les avocats. Bon, c'était dégressif à la fin, il devait gagner peut-être que 5 000, je sais pas, mais il y a de quoi payer les avocats. C'est clair. Voilà, donc il s'est mis en dépression réactionnelle, le pauvre chéri, et du coup il a gagné tout ça. Et moi il me donnait, alors il me donnait quand même, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, il m'a donné au début rien du tout.
Après, c'était 500 €. Après, c'était 800. Après, c'était 1000. Enfin, c'était un petit bonheur de la chance, quoi. Donc, j'ai grappillé là-dedans. J'ai mangé aussi un peu là-dessus. Mais en fait, il y avait une espèce de gros décalage, quoi. Entre moi qui gagnais 800 000 € et lui qui gagnait 8000. Il y avait un petit problème. Donc, ce juge d'instruction m'a reçu sans avocat. Parce que moi, les avocats de toute la région de Grenoble, puis ça, je veux bien le dire, Valence, Grenoble, Aix-en-Provence, Marseille, je suis allée voir Maître Collard, évidemment. Mon Dieu. Mon Dieu, ouais.